C'est une montre qui est fabriquée bracelet et boîtier en plastique recyclé issu de filets marins. Le choix de cette montre, c'est clairement le geste, l'orientation, le message. Et moi, ça me parle. Donc en fait, l'intérêt du vintage, c'est de trouver ce que tu cherches pas. Parce que le vintage, c'est fragile, c'est pas précis. Et c'est pas fiable, ça se porte pas de la même façon. C'est important le rapport qualité-prix, ouais, mais la qualité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend de quoi? Qualité de fabrication, qualité perçue. Je pense que ça veut pas dire grand-chose. J'ai le sentiment que moi, là, Rolex subit non pas leur positionnement tarifaire, hein, leurs produits, je pense, sont irréprochables, ils sont numéro 1 mondial et de très loin en volume et en valeur. Est-ce qu'on est d'accord avec Eric? Est-ce que la Rolex ultime, c'est la Detto? Salut les amis et bienvenue dans cette première analyse de collection de montres. Je suis super heureux de démarrer ce programme car depuis 2019, vous avez été très nombreux à me demander de l'aide pour trouver ou pour choisir la montre qui vous ressemble. Mais franchement, avec des dizaines de milliers de références, autant chercher une aiguille des secondes dans une botte de foin. Sauf qu'avec le lancement de la plateforme d'Ali-Shoes, on a enfin les moyens de s'inspirer d'autres clients pour faire le bon choix. Long story short, on commence avec la collection d'Eric, un commercial dans l'industrie basé dans le Morbihan. Allez, on jette un œil sur la collection qu'a déposé Eric sur la plateforme. Alors, il a 7 avis, donc 7 montres différentes de plusieurs marques. Omega, Tudor, Charlie, Seiko, Rolex, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Omega, Awake, Concept, la bleue. 7 montres globalement assez différentes. Tout de suite, on voit qu'il y a 2 Omega, ça c'est cool. 2 Omega, une Tudor, une Rolex. On a plutôt un collectionneur, les amis, qui a une belle collection. Regarde, je vous ai préparé une slide qui récapitule les 7 montres d'Eric, alias la Ball 44, qui a une belle collection. On a les prix et on a la note qu'il a partagée sur chacun des avis. On va creuser à l'intérieur. Il a des questions qu'on va parcourir ensemble sur le vintage, les bouquins, les meet-up d'Ali-Shoes, pourquoi pas un autre chrono. On a vu qu'il y avait un chrono Charlie GR Mecha Quartz, et puis, oula, question un peu philosophique, comment tu vois l'année 2025 dans l'horlogerie? À toutes ces questions, les amis, et sur sa collection, je compte sur vous pour partager ce que vous pensez. Comment vous la trouvez, le conseiller. L'objectif de cette vidéo, c'est de découvrir une collection et puis de progresser collectivement sur comment Eric l'a construit, est-ce que nous on fait la même chose ou non, etc. etc. Par défaut sur la plateforme, puisqu'on y est, www.alishoes.com, les avis d'une collection sont classés par récence, dernier avis publié et ou modifié avec une nouvelle photo. Mais vous pouvez trier par note ou par nombre de vues. On verra ça tout à l'heure. La première qu'on regarde ensemble, c'est la Omega Seamaster 300. On va qualifier de spectre, hein, on la reconnaît, on le voit ici sur la petite trotteuse qui a un bout lollipop, comme ça, juste au bout. C'est une montre que je trouve très originale. Vraiment, quand je l'ai vue et que je l'ai découverte sur la plateforme, puisque je vois tous les avis, les amis, on en a plus de 3000. Originale, pourquoi? Parce que regardez bien, il y a un cadran sandwich. C'est-à-dire qu'on a un cadran intégralement en fait en matière luminescente. Honnêtement, c'est pas le cas parce que ça coûte très cher, c'est le prix de l'or. Et on a des index qui sont en fait percés. Et ça m'a surpris parce que ça, c'est l'ADN de Panerai. Je ne savais pas qu'Omega faisait ça. Là, on a une montre néo-vintage qui est vraiment sympa. C'est un malade mental, manifestement, Eric. Hein, je te tutoie, mais on se tutoie tous sur la chaîne et vous savez bien que j'aime bien ces punchlines parce qu'il a quand même 2 Omega Seamaster. Alors, une Diver 300, mais dans l'environnement de James Bond, on va essayer de creuser à l'intérieur de ses avis pourquoi il est allé là-dessus. Cet Omega compile de nombreuses qualités, un look très singulier associé à l'histoire de la marque. Il l'a acheté sur Chrono 24. Alors ça, c'est intéressant parce que le profil de... où est-il? Le profil d'Eric, c'est quoi? 43 ans, commercial dans l'industrie en Bretagne, achète principalement mes montres neuves. Bah, celle-ci, tu l'as achetée sur Chrono 24, tu l'avais peut-être oublié. J'essaye toutes les montres avant de les acheter. Voilà. Comme quoi on peut avoir des habitudes d'achat dans un sens, dans un autre, et puis après ça change et ça évolue. Je suis un acheteur plutôt réfléchi dans le choix de mes montres. Pour l'instant, je n'en ai vendu aucune. Poignée de 17 cm, on va dire, poignée de taille moyenne, ni gros, ni petit. Les amis, bien sûr, si vous voulez participer, si tu veux toi participer, Eric, c'est déjà fait. Il y a un lien en description. Laisse-toi guider par le formulaire. Merci Omega. Bah oui, manifestement, c'est un fan d'Omega et de James Bond. Là, on a Spec. C'est une réédition du modèle 2913 CK de la trilogie 57, manifestement. Look vintage, précision, cadran sandwich original, style du bracelet inadapté. Qu'est-ce qu'il nous dit sur le bracelet? Je l'ai reçu avec son bracelet acier que j'ai tout de suite changé pour un bracelet plus sombre.
ou plus sobre en tout cas. Voilà, polymiroir sur le bracelet. Bon bah écoute, il aime pas les choses qui pètent et qui flashent trop. Quand on regarde sa collection, franchement, on a plutôt, je sais pas ce que vous en pensez les amis, bien évidemment l'objectif c'est que vous participiez, on a plutôt des montres assez sobres, il n'y a rien qui pète le feu dans tous les sens. Première montre, la Omega Seamaster Spectre, deuxième Tudor Black Bay 58, bon là bah, c'est mondialement connu, c'est un blockbuster absolument de folie qui a été lancé il y a plus de 5 ans maintenant. Ça c'est la première version cadran noir avec ce triangle ici inversé rouge. Il y a eu la bleue après, il y a eu celle en argent, celle en or, celle en bronze. C'est absolument phénoménal. D'ailleurs, regardez, si vous voulez faire un truc, vous allez dans Google et vous tapez Tudor Dalicious et là vous obtenez plein d'infos tout de suite sans avoir à faire une recherche. D'ailleurs si on met Tudor Black Bay 58 Dalicious, tout de suite vous arrivez ici sur tous les avis qui touchent à une Black Bay et on en a 37, vous voyez 4,6 sur 5 et combien il a mis lui? Il a mis 4,5 sur 5, qu'est-ce qui pêche un peu? La partie émotion. Alors la partie émotion, c'est ce que ça lui procure à lui, c'est différent du design. C'est plus en matière d'ADN personnel, peut-être de raison d'achat aussi. Eric est breton, il nous a dit, il l'a acheté lors d'un week-end à Paris chez Bucherer, donc en boutique. Effectivement, c'est un sans faute. 3 950 € à l'époque quand il l'a acheté. Il a déposé son avis en septembre pardon, 2023. Ok, donc il l'a acheté manifestement à ses débuts. Qu'est-ce qu'on a comme prix aujourd'hui? Prix public au mois de janvier, 4190. Bah voilà, les Tudor, finalement comme les Rolex aussi, hein, avec les augmentations de prix début 2025, augmentent pas tant que ça. Combien ça coûte une Tudor Black Bay 58? Ça coûte 3000 € en seconde main. Il y en a pas mal sur le marché gris, etc. Ça c'est quelque chose d'intéressant, un type les amis. Il y a des Tudor Black Bay de toutes sortes, dont les 58. En neuf de stock stické, moins cher que le prix du neuf. Ça arrange pas forcément les marques ni les distributeurs, ça, mais c'est une vraie réalité. Pas mal du tout, 4,5 sur 5, ça m'a l'air, si je trie ici en note, ça m'a l'air d'être sa montre préférée. Ouais, et bah tu sais quoi Eric, après avoir regardé les sets et les commenter, essayer de les décrypter un petit peu, je vous dirai les amis, celle que je préfère parmi les sets. On revient en arrière, là on a un truc qui a absolument rien à voir, Charlie Paris GR chronographe, lisible, humble et fonctionnel, ok, décembre 2024, look néo vintage, moins de 400 €, calibre Mecha Quartz, ok. Deuxième marque française après la OEC Concept qu'il a acheté, donc on verra tout à l'heure. Il s'agit de mon premier chrono, ok, une façon de tester ce type de montre à moindre prix. Je dois reconnaître que la diversité des informations précisées sur le cadran donne vie à cette Charlie. Voilà, segment tarifaire de Seiko et d'Orient, un peu à l'image de sa Prospex Blue qu'on a distingué tout à l'heure. Ok, on va regarder comment elle est évaluée, celle-là. Bah oui, ça lui procure en fait finalement pas tant de choses que ça. Il salue le rapport qualité-prix. Moi, je crois quand même que tu as fait un achat d'impulsion hein, dans leur boutique à Paris. Souvenez-vous, je le salue, Charlie Ménétrier, designer de la marque, était venu dans Start-Upper nous parler de la marque, etc. Beau parcours de cette marque. Critiqué, honnêtement sans raison comme d'habitude, parce que leur logo était avec une cigogne. Là, vous voyez, on le voit ici, le logo a évolué, c'est une sorte de C, etc. Il n'y a plus de Charlie Paris, il y a un Charlie, là c'est Expédition. Franchement, c'est une marque qui fait pas de bruit. C'est une marque qui a une clientèle très féminine également, qui sort pas des ambassadeurs, des vidéos qui coûtent une fortune, etc. Ils sont très humbles, très discrets. Beau parcours, ils ont ouvert une deuxième boutique à Paris, moi je leur dis bravo. Bon, après, évidemment, dans une collection comme ça, comme on peut le voir avec des blockbusters Rolex Tudor Omega, c'est pas facile de tirer son épingle du jeu. C'est bien, Eric, pourtant, tu passes de montre à plus de 10 000 balles là, avec la Omega Seamaster Diver 300M No Time to Die, à quelque chose de beaucoup moins onéreux. Ça c'est vraiment cool. Perso j'aime bien ce style un peu désert, camouflage discret. C'est complètement opposé des looks flashy
des cadrans que nous sortent un petit peu toutes les marques pour essayer d'aller sur les plates-bandes de Rolex avec ces Oyster perpétuels. Je prends juste 30 secondes au milieu de cette vidéo pour me présenter à ceux qui sont là pour la première fois. Les autres, vous me connaissez, je suis Xavier, le fondateur de Daily Shoes, une chaîne YouTube pour s'éduquer à l'horlogerie au travers des avis d'authentiques clients et la plateforme www.dailyshoes.com pour trouver la montre qui vous ressemble. J'ai remarqué que 50% des personnes qui allaient regarder cette vidéo n'étaient pas abonnées. C'est dommage. Rendez-moi service, rendez-vous service pour qu'on progresse collectivement ensemble. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et surtout éclatez-vous avec toute la diversité horlogère. Seiko Prospex, je vous présente ma petite Seiko Prospex. Bon bah là on a je qualifie une Daily Tool Watch Save the Ocean, ok. Est-ce que c'est pas la fibre bretonne qui parle? Comme pour l'achat de la Wake Concept, je suis attentif aux engagements pris par Seiko et j'espère qu'ils les tiennent. Cette Seiko Prospect propose un cadran bleu allant du bleu océan vers le noir comme la Rolex Deep Sea, ouais, Challenge ou de James Cameron avec Rolex, c'est vrai. On part du bleu et on arrive au bleu nuit quasiment noir, c'est intéressant, moins de 500 balles. Une montre étanche à 200 mètres, ça en fait une montre, j'imagine, quand il se balade un peu, ouais, quand il va à la pêche. Est-ce que là, il n'y a pas une filière dans tes critères d'achat, Eric, sur le message porté par cette montre? Ça, c'est un truc qui sera intéressant à creuser. Dans les questions que tu poses d'ailleurs, est-ce qu'il y a des choses là-dessus? Ouais, bah tu cherches des bouquins sur l'horlogerie, donc tu cherches quand même à avoir du sens dans une montre. C'est clair que c'est une montre très agréable à porter quotidiennement car elle est très robuste et presque quelconque si on la compare à la Rolex Explorer. Quelconque, elle pète quand même sacrément, tout de bleu vêtu comme ça. On n'en voit pas tous les jours à mon sens. Quelle note tu lui mets? 4,2 sur 5. Ouais, en fait, tu es très dur sur la partie des émotions qu'elle te procure. Ces montres, c'est pas simple hein, de remplir ça et c'est un canevas où tous les avis sont remplis comme ça. Il y en a plus de 3000 sur quasiment 400 marques et 1200 modèles et l'objectif bien évidemment pour vous c'est pouvoir comparer les choses, réfléchir, vous poser des questions, trouver des modèles. Rolex Explorer 2, ça c'est quoi? Je l'ai noté ici, c'est une 16570 de mémoire, ouais c'est ça, 4,3. Bah, ça n'existe plus, on a des références à 6 chiffres maintenant en 126 de mémoire. Rolex, je suis pas sûr. Vous savez que je suis pas un spécialiste de ça. 7000 € sur Chrono 24, c'est pas très cher. Plutôt pas mal, moi je l'aime bien cette montre. Qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus? Il a depuis une dizaine d'années, c'est sa seule Rolex. Ok, j'aimerais bien m'offrir, si j'en avais les moyens, une Rolex Daytona. Et oui, qui est quand même, je sais pas, dites-moi les amis, vous nous le dites. Est-ce qu'on est d'accord avec Eric? Est-ce que la Rolex ultime, c'est la Dato? Je sais pas, faut creuser ça. La Dato, elle a quand même le maillon central en polymiroir, Eric. En tout cas les versions actuelles et les précédentes, hein. Donc 116 520 et 116 500, en tout cas celles qui sont en acier. Émotion, design, précision. Ah, rapport qualité-prix 3,5, ça fait baisser la note. Ça c'est un truc intéressant que je partage avec vous. Si on remonte ici à la marque et vous avez tous les avis en fait qui concernent Rolex, vous avez 4,5 sur 5. Voilà, en moyenne. Mais si vous regardez sur 220 avis comment se décompose cette note, je vous rappelle que la note que vous les donnez sur ces 6 critères, émotion, design, précision, confort, robustesse, rapport qualité-prix, et ça génère la note moyenne. Toutes ces notes-là sont supérieures à la moyenne, et ce qui baisse, c'est le rapport qualité-prix, et en fait, tu es aligné avec ça. Vous voyez, on a ici une Rolex Seedweller 16600, qu'est-ce qu'on a? Rapport qualité-prix un petit peu mieux. Chacun va midi à sa porte, en fait, là-dedans. Ce qu'il faut retenir, c'est que moi je pense que le rapport qualité-prix, à titre perso, j'y crois pas beaucoup. Vous m'avez dit quand j'ai créé la plateforme, et vous le dites sur la chaîne quand vous venez dans le canapé de petite montre entre amis, c'est important le rapport qualité-prix. Ouais, mais la qualité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend de quoi? Qualité de fabrication, qualité perçue, les matériaux, ça vous intéresse, donc le titane, c'est fantastique, enfin, etc. Je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai le sentiment que moi, là, Rolex subit non pas leur positionnement tarifaire, hein, leurs produits, je pense, sont irréprochables, ils sont numéro 1 mondial et de très loin en volume et en valeur. C'est qu'à un moment ou un autre, pour un produit donc de luxe qui sert donc à pas grand-chose, si ce n'est à rien, en tout cas valeur d'usage égale à 0, valeur plaisir est extrêmement élevée, eh bien on a des clients qui trouvent ça quand même cher. Et là-dessus, ça m'étonne pas. Si on revient ici sur le profil, bon bah, on voit bien qu'il achète
principalement ces montres neuves, mais que en fait c'est en train d'évoluer de façon significative et que peut-être qu'il est en train de changer. On revient donc sur la plateforme. Là vous avez vu, je suis revenu via Google, et puis pendant ce temps-là, on a un nouvel avis qui vient d'arriver sur la Longines Hydro Conquest. Franchement, cette vidéo elle est montée, mais là pour de vrai c'est ça. On peut aller dessus. Et là, vous avez des photos d'une Hydro Conquest, bracelet acier, etc., etc. Les amis, c'est pas le sujet. Est-ce que ce membre a déjà déposé d'autres avis? Non, vous voyez, c'est le seul, puisqu'on n'a pas l'accès à sa collection. Par contre, on a accès à d'autres comment dire, avis sur le même modèle. Alors, je vais chercher la marque Omega, parce qu'en fait, j'ai fermé l'onglet de la collection de Eric, alias la Ball 44. Hein. Tous les avis sont postés de façon anonyme et donc vous ne pouvez pas savoir qui se cache derrière ce compte. Par contre, voilà, j'ai perdu la page, donc il faut que je la retrouve. Ça, c'est les joies de l'enregistrement, les amis. Le voilà, la Ball 44. Hop, hop, hop. Et je retrouve sa collection. Alors, où est-ce qu'on en était? On en était, ici je le remets là, on avait vu la Rolex Explorer, et là on enchaîne sur la James Cameron. Ah bah ça, ouais, c'est une montre qu'on connaît bien les amis, on l'a vu sur la chaîne avec la venue de Olivier Schneider, le cascadeur, le coordinateur des cascades de No Time to Die de James Bond. Là, on a une montre tout en titane, franchement, c'est la plus chère de sa collection. Elle vient avec Spectre. Je pense, Eric, que tu as un problème avec Omega. Moi, ça me va bien, j'adore Omega. C'est une montre que j'aime bien en termes de look. Je la trouve quand même, moi, à titre personnel, un peu grosse. J'ai un poignet un tout petit peu plus petit que toi. Peut-être qu'elle m'irait bien. Quand je les essaye, on l'a vu avec Morgan dernièrement, quand on avait une et puis il la portait plus parce qu'il glisse sur du vintage. Moi je pense quand même que c'est vraiment un modèle emblématique d'Omega depuis des années avec James Bond, et là pour le coup se pose une question non négligeable. Daniel Craig c'est fini pour James Bond, il va y en avoir un nouveau, qui ça va être? Est-ce que ça va être une femme? Moi je pense qu'il y a une opportunité là, et puis la conjoncture est pas très bonne, on en parlera tout à l'heure. Il faut qu'Omega aille sur quelque chose de nouveau, en tout cas moi c'est ce qui me plairait. Après les Seamaster les amis, moi j'adore, mais j'adore pas celle-là spécialement, pas l'autre non plus. Pourquoi? Mais j'adore en fait la diversité complètement folle d'Omega. Regardez, là on a si vous voulez les consulter, allez-y, vous tapez Dalicious Omega dans Google, vous arrivez directement dessus, 227 avis clients. Si vous regardez sur la liste des montres sur lesquelles on a des avis, tout ça c'est des Seamaster. Et en fait c'est un truc de dingue parce que la Seamaster ça va de partout, ça va dans tous les sens. Si on prend la Seamaster Soccer Time, je sais pas si vous la connaissez, un vintage de folie. Alors lui c'est un collectionneur de fous, etc. Si vous regardez Guillaume Watchis, je te salue Guillaume, si t'es dans le coin, on voit sa collection ici, c'est un malade mental, des photos magnifiques. Lui il s'arrache grave, les Mania Regatta, un truc de fou, Squall, etc. Ça c'est vraiment très sympa. Découvrir des montres comme ça, c'est absolument fantastique. Je crois que je préfère quand même la No Time to Die, les amis, de notre ami Eric. Je pense que c'est la plus, moi celle qui me plaît le plus en tout cas, de ces deux Omega. Olivier va sortir, bougez pas, GT Max Netflix. Il va sortir il a sorti pardon son premier film sur Netflix, GT Max ici. Voilà, on se met un truc, bam, ça cartonne, etc. Franchement, allez jeter un œil. Vous avez toutes les typologies de cascades, de bagnoles, de motos, etc. C'est top. Il fait partie de la famille Dalicious, les amis. C'est sympa d'aller jeter un œil à ce qu'il fait. Moi, je la trouve pas mal, celle-là, mais c'est pas ma préférée. Je vous dirai après quelle est ma préférée. On revient sur sa collection. On termine sur la Awake Concept. Bon, ça c'est un peu particulier aussi parce que comme Charlie, Awake, Lilian Thibault, le fondateur, il est venu sur la plateforme, sur la chaîne, pardon, présenter sa marque à l'époque. Là, il y a un engagement sociétal de Awake, il y en avait un en tout cas. Puisque c'est une montre qui est fabriquée bracelet et boîtier en plastique recyclé issu de filets marins. C'est pas mal, mais bon, quand on regarde la note, la robustesse et tout ça, c'est compliqué. Donc on pourrait se dire, qu'est-ce que ça fait dans ta collection, Eric? En fait, vous le voyez bien, Eric, il est de Bretagne. La Bretagne, c'est quand même près de la mer, globalement, même si vous êtes à Laval, en plein milieu de l'île des Vilaines, entre guillemets. Mais vous êtes quand même pas très loin, vous êtes très branchés sur la mer. Les Bretons, c'est des marins. Et là, voilà, le choix de cette montre, c'est pas est-ce qu'elle est robuste, est-ce qu'elle est précise, est-ce que la marque si. Le choix de cette montre, c'est clairement le geste, l'orientation, le message.
Et moi, ça me parle. De faire un choix de ce type-là. Pas dans l'écologie en question, je me sens moins concerné que toi Eric, mais pour moi une marque de montre, une montre, un modèle, c'est un message, et ça doit correspondre à moi ce que je recherche. Donc là, toi clairement, tu es engagé sur la préservation des océans, et ça, on devrait tous être concernés. Une façon pour toi de t'impliquer, c'est d'y aller avec une montre. Alors si on trie en termes de notes, qu'est-ce qu'on a? Ta préférée, c'est la Tudor Black Bay 58. Dis-nous en commentaire, Eric, si c'est bien ça, si j'ai pas dit de conneries, si ton avis reflète en fait ton point de vue. Comme vous pouvez le voir, hein, ici vous avez les vues des avis avec le nombre de likes. Alors qui est-ce qui a beaucoup de likes ou pas beaucoup de likes? La Charlie, elle a pas beaucoup de likes. On pourrait se poser la question pourquoi. Je pense que c'est un avis qui est plus récent en fait. Vous voyez, posté en décembre 2024, donc en fait il y a un peu plus d'un mois. Et celle-là, la Awake, elle a été postée il y a plus longtemps, je pense. Voilà, tout début de la plateforme. Moi, ma préférée, je vous le dis les amis, ça va peut-être vous surprendre pour ceux qui me connaissent, je suis pas un immense fan non plus de Rolex, mais ce modèle-là, moi je le trouve vraiment pas mal. Il est discret, il est sportif, il est moins reconnaissable que les autres. En plus, il est moins cher, clairement, hein, si je me trompe pas. J'espère que j'ai pas fait de conneries en préparant ces éléments de tarifs, mais pour le coup, je préfère quand même le cadran blanc. Par contre, je me demande si le blanc est pas plus cher. Dites-moi un petit peu, dites-moi vous ce que vous me conseillez, les amis, comme montre. Alors, on a vu son profil à Eric, et puis il a des questions. J'ai essayé un petit peu d'y répondre à l'intérieur de cette vidéo, puis là, je vais le faire de façon un petit peu plus précise. Je suis tenté par le vintage, mais je ne sais pas par où commencer. Écoute, on a tous débuté, mon cher Eric, donc en fait, prends le temps de comprendre, mais je te synthétise tout ça. Là, vous le voyez sous les yeux, voilà. Donc tu peux te faire plaisir pour très peu d'argent. Voilà. Le vintage, c'est pas que la Rolex Daytona de Paul Newman, à 18 millions de dollars, ou je sais pas combien, etc. Tu peux te faire plaisir à quelques dizaines d'euros, même 10 euros, un coup de moule, un coup de chance dans les vides-greniers, les brocanteurs, etc. C'est clair que tu vas pas acheter grand-chose de fantastique, mais tu peux t'encanailler, tu peux te faire plaisir, puis simplement le design peut te plaire. Voilà. Tout le monde a débuté, prends le temps d'apprendre. Prends le temps d'apprendre, prends le comprendre, c'est pas une course de vitesse. D'accord? C'est clair que si aujourd'hui tu te dis je veux me mettre au vintage, je veux avoir une Rolex Datejust 1601, autant dire que ça va être compliqué, ça coûte 5000 balles, ça a été poli dans tous les sens, ça a été refait, c'est compliqué. Voilà. Donc pour le coup, achète un spécialiste, mais pas que du vintage. Si tu veux vraiment mettre des sous dans une montre vintage, d'accord, achète à la fois le vendeur, il faut que ce soit un spécialiste du vintage, mais aussi de la marque. Je te donne un exemple, tu m'appelles pour une Speed vintage, je peux t'aider humblement, il y a des mecs qui connaissent 1000 fois mieux que moi, d'accord? Que les choses soient claires, vous pensez peut-être que je suis un expert. Moi, je regarde autour de moi, je vois plein d'experts et des mecs qui ont un niveau culturel, de façon générale, sur plein de montres diamétralement opposés, bien plus important que moi. D'accord? Donc, on est tous l'expert de quelqu'un et on est tous le naïf de quelqu'un, on est tous le con de quelqu'un. D'accord? Donc, quand tu achètes une montre et que tu mets de la valeur dedans, est-ce que le mec qui te le vend, il sait ce qu'il vend? Et c'est pas que il sait vendre du vintage, c'est aussi quelle marque il vend. Quelques tips additionnels, laisse-toi surprendre. Voilà, l'intérêt du vintage, pour moi, il y a 10 000, 20 000, 30 000 références à l'heure actuelle de montres neuves. Si on considère que chaque marque change son catalogue tous les 5 ans, une partie de son... et donc 20-25% de son catalogue chaque année, ça veut dire que tu additionnes comme ça depuis 30 ans, et tu imagines le nombre de montres qu'il y a quand tu inclus l'occasion et le vintage. Donc en fait, l'intérêt du vintage, c'est de trouver ce que tu cherches pas. Donc ouvre les écoutilles, regarde, va sur le Bon Coin, va sur eBay, va sur les ventes aux enchères, va dans les brocantes, va dans les bourses horlogères, regarde ce qui se passe, etc. Tu vas trouver toi un truc où tu vas avoir un crush et tu sais pas ce que c'est. Et là, peut-être que tu te mettras à chercher celle-là. Mais ne pars pas d'une logique, j'ai jamais acheté de vintage et je veux acheter tout de suite un blockbuster qui cote avec des références, etc. Pour moi, c'est pas une bonne idée. Et pourquoi? Parce que le vintage, c'est fragile, c'est pas précis et c'est pas fiable. Ça se porte pas de la même façon. Tu peux pas tout faire avec une vintage étanche à 300 mètres d'il y a 50 ans, elle est pas étanche. Tout est plus fragile. C'est comme acheter une auto ancienne. Tu achètes une auto ancienne en pensant que ça se conduit, ça s'entretient, ça se stocke, ça se parque comme une voiture neuve, là tu n'as rien compris au film. Donc en fait, il faut progresser là-dessus. D'accord? Donc en fait, l'usage et le fonctionnement et comment tu l'apportes et à quelle occasion, c'est également différent. Tout ça, prends le temps d'apprendre sur ce sujet. Peut-être le truc le plus important, j'aurais dû le mettre en dernier, le prix d'une révision hors pièce,
Ça dépend pas du prix de la montre. Ça dépend du temps passé par l'horloger. Donc si c'est pas un modèle rare avec des pièces rares, rares parce qu'il y en a plus, ou il y a eu peu de pièces, ou parce que c'est une marque qui en a fait très peu et qui les vend très cher, d'accord, passer 5 heures sur un chrono, que ce soit un chronographe suisse, que tu peux acheter défectueux, mais les pièces sont là à 300 balles, assez facilement, ou que tu sois sur une Universal Genève à 5000, en fait, le problème, c'est le travail de l'horloger. Il n'y a pas de calibre fondamentalement compliqué à l'intérieur. C'est plus compliqué un chronographe qu'un 3 aiguilles date, d'accord? Mais s'il y passe 5 heures, il passe 5 heures. Donc ta montre, tu l'as acheté 5000, il passe 5 heures, il va te prendre 400 balles. Il va te prendre 300-400 balles. Si ton chrono, tu l'as acheté 300, il va te prendre le même prix. Donc là, tu vas dire, ah bah non, je vais pas le faire. Et c'est le problème de tout le vintage en général, même les bagnoles. Faire de la carrosserie sur une vieille auto, que ce soit une Porsche ou une 4L, ça reste de la carrosserie. Donc c'est le coût d'un carrossier, le temps passé, la peinture, etc. etc. Voilà, si votre point de vue est différent, les amis, là on est là pour aider Eric. Si vous avez d'autres idées, d'autres façons de voir, c'est le moment de shooter un commentaire pour en faire profiter Eric et toute la communauté. Qu'est-ce que tu as d'autre que question? Je cherche un bouquin sur l'horlogerie, tu en parles souvent, mais je n'ai pas les titres en tête. Je t'en ai sorti 3. Dominique Fléchion, La Conquête du Temps. Pour ces 3-là, je vous mets les liens en description. C'est des liens d'affiliation. Si vous voulez contribuer au développement de la plateforme, utilisez-les. Si vous voulez pas, il n'y a pas de problème. Si vous voulez aller chez votre libraire de proximité, il n'y a pas de problème non plus. Moi, je vous conseille les bouquins. Dominique Fléchion, fantastique. Ça part de la nuit des temps, les mecs qui observaient les astres, aux premiers objets fabriqués à la main, le glomon, le clepsydre, tout ce qui fait le génie humain, qui petit à petit ont fait des horloges monumentales, des plus petites, des moyennes, des toutes petites, des montres goussettes, des montres bracelets, et on en arrive à ce dont on parle, les marques de montres bracelets. L'horlogerie pour moi c'est beaucoup plus profond, parce que ça va justement puiser dans l'histoire de l'homme qui s'est questionné, qui s'est dit purée, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, il y a un truc qui se lève, la nuit il y en a un autre, etc. etc. Et on en est arrivé là où on en est, vous êtes en train de regarder une vidéo sur YouTube. Ce bouquin, il est fantastique. Si je devais me séparer de tous mes bouquins sur l'horlogerie, je pense que c'est celui-là que je garderai. Les deux autres sont fantastiques aussi, complètement différents. Pierre-Yves Donzé dans les deux cas. Là, on a l'histoire de tous les pays qui ont fait des montres, avec une logique nationaliste, une logique de territoire, une logique de savoir-faire. Et là, on a l'histoire de l'industrie horlogère spécifiquement suisse avec la logique de l'établissage et donc comment l'horlogerie suisse s'est organisée avec tous ces petits artisans dans les vallées, dans les collines, dans les travers, etc., etc., qui amenaient des pièces, des morceaux, des ébauches, des couronnes, des vis, etc., à l'établisseur qui, lui, assemblait tout ça, mettait un mouvement, prenait un horloger pour la partie des organes réglants, etc., mettait son nom sur la montre et la vendait. Ça, c'est l'industrie horlogère suisse. Si vous voulez écouter un podcast fantastique, s'appelle Watch Legacy de Baudouin, je le salue à l'occasion, sur le podcast Tourbillon Watch. Et là, il y a toute une série qui s'appelle Watch Legacy, et il discute avec Pierre-Yves Donzé des années 20, donc je crois qu'il y a un podcast de 30 ou 45 minutes pour chaque décennie à partir de 1920 jusqu'à nos jours. Franchement, c'est super intéressant. Les meet-up, pourquoi ils sont tous à Paris, ont lieu à Paris? Écoute, là tu te trompes, franchement, premier meet-up c'était à Genève, après il y a eu la Baule, Bordeaux, Besançon, etc. Plein d'endroits différents. Décembre, janvier, février, mars cette année, c'est à Paris, après c'est de nouveau à Genève, à Bordeaux, etc. Comment on fait pour participer à un meet-up, Eric? C'est très simple et tu devrais le savoir. Tu reçois toutes les semaines la newsletter d'Ali Shoes. Pour la recevoir, il faut vous créer un compte sur la plateforme, devenir membre. Si vous voulez bien évidemment aider et aider les autres, l'objectif c'est qu'on progresse collectivement, et bien vous partagez un avis sur votre montre. Si vous en partagez 4, vous êtes éligible à cette analyse de collection. Why not un nouveau chrono? As-tu un modèle qui décoiffe peut-être, Eric? Écoute, j'ai cherché quand tu m'as envoyé ces questions-là, et je me suis dit, tiens, j'en ai essayé un à Genève, au Geneva Watch Days. Par hasard, vous arrivez à Genève, vous rentrez dans les salons des hôtels, et puis il y a les marques qui sont là, vous discutez avec tout le monde. J'ai rencontré cette marque norvégienne qui venait de lancer le Micro 1000 Spec 1000 Grave, un look fantastique, destro. Destro, ça veut pas dire destroy type à tout péter, militaire, etc. Mais c'est droitier, donc en fait c'est couronne à 3 heures. Un cadran franchement fantastique. On aime ou pas, là le sujet, c'est pas tellement le style. Est-ce que je porterais ça? Je sais pas. Mais si tu regardes le cadran, Eric, il n'y a absolument rien sur ce cadran qui ressemble à un autre cadran. C'est pareil pour les aiguilles.
la lunette avec ses 4 éléments de préhension pour la tourner, franchement c'est réussi. Bon, ça vaut 3500 balles. Alors c'est peut-être dans tes moyens ou pas, ça c'est évidemment ta vie et c'est toi que ça regarde. Il y a un mouvement, il n'y en a plus d'ailleurs sur le site de... J'ai un petit tuyau pour vous juste après. Il y a un mouvement, l'ajout Perret, réserve de marche 60 heures. Franchement c'est intéressant, c'est des Norvégiens, des types très sympathiques, j'ai trouvé très latin pour des gens du Nord. Je l'ai essayé, elle se pose bien, je vais essayer de vous mettre la petite vidéo que j'ai fait dessus, à suivre. Mettre 3500 balles dans une marque complètement inconnue. Vaste question les mecs, est-ce que c'est pas à nous tous d'y répondre dans les commentaires? Si vous voulez participer, allez-y. Comment on fait pour l'essayer cette montre? Eh bien tu peux à Paris, t'es pas à Paris mais c'est pas grave, ceux qui veulent aller l'essayer, ils peuvent aller l'essayer à The Watch Gallery, c'est la boutique de Clément, de la chaîne Clément Entretemps, que je salue à l'occasion, qui distribue pas mal de marques, il y a un peu de tout et de choses un peu ubuesques, un peu bizarres, etc. J'adhère pas à tout, etc. Mais il y a un gros choix. Et vous avez Micro Mille Spec ici, et je sais qu'il en a, ou en tout cas qu'il a une allocation, donc vous pouvez aller l'essayer, peut-être essayer d'en avoir une si ça vous intéresse. Il y a des gens qui essayent des montres, c'est ton cas Eric, d'autres qui font des achats d'impulsion. Bon, on est quand même à 3500 balles, donc 3500 balles l'achat d'impulsion, les amis, ça fait un peu cher. Comment vois-tu l'année 2025 dans l'horlogerie? Ok, je passe mon tour, je veux plutôt aller sur l'autre question, non, je vais y revenir après. Ton projet de prochaine montre, c'est que tu cherches une nouvelle plongeuse. Bah oui, on se refait pas, mec, t'as vraiment un problème là-dessus. Hein. Je pensais qu'avec la Charlie Paris GR chronographe, t'allais trouver un autre truc, mais bon, c'est pas grave. Budget moins conséquent que Tudor Omega Rolex. Mon budget entre 1000 et 1005, voire 2000. Qu'est-ce que tu penses de la série K53 03? J'ai bien compris que mon intérêt avec ce programme était de découvrir une alternative. Bah, bon, tu as un modèle à proposer à Eric, shoot-le en commentaire, vous les amis, ça c'est à vous de le faire. Écoute, la série K5303, je l'ai eu 2 fois sur la chaîne avec 2 invités différents dans Petite Montre entre amis. Franchement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire avis série K 5303, voilà. Et ben là, on est premier sur Google. C'est pas beau la vie, on est devant le forum actif, on est devant les copains des rabilleurs qui font partie, on va dire, de l'actionnariat de série K. 5303, 22 avis, 4,6. Franchement, pour moi, c'est mérité. J'ai trouvé ces montres excessivement bien finies. Après, il y a un look assez particulier. Et pour la petite anecdote, j'ai discuté il y a quelques jours de quelqu'un qui me disait qu'il a trouvé fantastique aussi cette montre, mais qu'il y a un truc rédhibitoire qui fait qu'il ne voulait pas en acheter une, c'est que la couronne n'était pas siglée ou gravée. Et je lui dis, bah, je vois pas où est le problème, dans ce cas-là, t'achètes jamais de Seiko. Il me dit, bah si, mais Seiko, j'en ai une, mais c'est pas pareil. Bah si, c'est pareil. En fait, tout ça, c'est dans la tête. Le choix de série K, c'est pas de logo sur le cadran, donc rien qui identifie à une marque. Donc le sujet, c'est le produit. Et on peut dire ce qu'on veut. Il y a des Hanslear. Les Hanslear, on pourrait dire c'est Omega, ces trucs. Non, en fait, les Hanslear, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est un fabricant de boîtiers suisse qui s'appelait Huguenin Frères. À une époque où quand on avait besoin d'un boîtier et qu'on était une marque, on allait voir les fabricants de boîtiers, on prenait ce qu'ils avaient, ce qu'ils proposaient, ce qu'ils savaient fabriquer. Donc ça, c'est plus une ode en fait à cette époque-là. Mais si vous regardez la lunette, si vous regardez le cadran, ok, il y a une aiguille Brodaro, etc. Vous avez quelque chose de très singulier. On est à 1200 balles de mémoire. Il y en a différentes. Il y a la noire, il y a la blanche, il y a celle-ci avec cet insert de lunettes externe qui fait sa grande différence, et cette pièce de bout, même si elle ne s'enlève pas, avec ce bracelet-là, qui fait un look particulier. Et puis Serica, c'est une ambiance stylistique qui se déploie, et on voit vraiment la logique de réflexion d'une marque. Alors évidemment, on ne naît pas marque au sens de naître, on le devient, et Serica, de ce point de vue-là, il bosse fort, parce que la 6190, on va dire la Fieldwatch, la 8315, la GMT et cette 5303, franchement, elles sont proches. Puis si vous regardez la parade aujourd'hui, bah, ça n'a rien à voir, mais il y a un vrai travail esthétique, ça ressemble sans ressembler, mais c'est différent, etc. Franchement, c'est pas mal. Je les connais quasiment pas. On se reconnaît physiquement, on se dit bonjour quand on se voit. Je pense à Jérôme et à Gabriel, mais ça va pas plus loin. Ce qui est important, c'est pas réellement ce que je te dis. Là, j'essaie de décrypter mon ressenti d'une montre que je n'ai pas l'intention d'acheter. Moi, je vois simplement qu'il y a 22 clients qui en disent beaucoup de bien, avec une grande diversité, et que si tu veux savoir qui a une série K5303, bah lui par exemple,
Masta.land, il a une série K5303, une point to date, une IMA, une LIP, voilà, d'un possesseur de montre française qui pourrait peut-être participer, dis donc, à la prochaine analyse de collection. Mais ta question était, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, je te dis grosso modo, évidemment si elle te plaît, il faut y aller, il n'y a absolument pas de doute. Je t'ai préparé une alternative avec la Horizon Nemo. Alors pourquoi celle-là? Tout simplement parce que cette marque, en fait, on a un avis client sur la plateforme de quelqu'un qui a acheté une Pilgrim et qui m'a écrit en me disant: Xavier, j'ai une Horizon Pilgrim, mais sur la plateforme, je peux déposer un avis sur la marque Horizon, mais il n'y a pas, dans la liste, il n'y a pas les modèles. Donc je suis allé voir sur le site d'Horizon, on avait référencé la marque, mais moi je ne la connaissais pas, je suis allé regarder ce qu'ils ont. Donc j'ai rajouté la Pilgrim, celle de Wind of Change, et puis j'ai découvert, bam, la Nemo qui est là. Et là je me suis dit, waouh! Qu'est-ce qui m'intéresse moi dans une montre? C'est que là je me dis, bon en fait le cadran on n'a pas encore vu, ok il y a des vaguelettes, d'accord, mais tu regardes les index cardinaux, tu regardes l'intégration de la date, les aiguilles, bon il n'y a pas plus que ça à dire, la lunette est intéressante, la couronne à moitié intégrée comme une Seiko, le bracelet, tu te dis waouh qu'est-ce que c'est que ce bracelet? Ok c'est une montre étanche à 200 mètres, pas à 300, d'accord? Bon, tu nous aurais dit dans les questions si tu voulais une plongeuse. À 200 mètres, ça suffit pour se marrer. Sellita SW200, voilà, 41 réserves de marche. La Milgraph tout à l'heure, le chrono est à 60. L'ajout Perret, franchement, c'est super ce qu'ils font. Ils viennent avec des réserves de marche plus élevées. Et quand Rolex et d'autres sont passés à 70 heures, quand tu es tanké à 41 heures, c'est quand même pas terrible. Moi, j'ai trouvé cette montre originale. Le bracelet, regarde ça, boucle déployante, double papillon. Pas mal du tout. Est-ce que c'est adapté à la plongée? Je suis pas sûr. Boîtier très différent de ce qu'on peut voir. Je suis sûr que les amis, vous allez me dire, oui, mais ça ressemble à ci, ça ressemble à ça. Écoutez, moi j'y ai trouvé une singularité. Et puis toi, Eric, tu m'as demandé une alternative à ta prochaine montre potentielle, la 5303. Et ben moi, je te propose celle-là. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Vous savez quoi, on va conclure avec sa dernière question. Comment je vois l'année 2025? C'est chaud, depuis 2024, ça va pas fort. Il y a une chute extrêmement forte, moins 15 ou moins 20, non, moins 18 exactement sur le marché chinois. Moi, je crois en fait que le problème est plus profond et que l'industrie horlogère est presque arrivée au bout d'un cycle des 30 ans du positionnement de l'horlogerie comme étant un produit de luxe. Avant, jusqu'à la fin des années 80, une montre de luxe a été en or, voilà, où elle était sertie de diamant, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est complètement fini maintenant. Une Nautilus 5711 s'est montée jusqu'à 200 000 € pour une montre en acier, j'ai trouvé quand même complètement différent, donc il y a toute cette spéculation aussi qui a été compliquée sur le marché. Forte chute des ventes en Chine, modèle économique depuis la fin du Covid avec augmentation de prix sans beaucoup d'innovation. Je pense trop d'opérations pour plein de marques, pas toutes, trop d'opérations que je vais qualifier de superficielles et d'éphémères avec des séries limitées extrêmement chères. On se retrouve avec des tourbillons en partenariat avec un obscur pour moi, designer, chanteur, sportif, ce que vous voulez, peut-être très connu en Asie ou très connu parce qu'il a beaucoup de followers ou je ne sais quoi. Une montre, c'est un produit éternel. Donc toute opération que je qualifie de série limitée, de fashion, c'est de fait éphémère. Je pense que ce sont deux choses qui ne sont pas compatibles, et puis augmenter les prix sur des montres avec des fonctionnalités, des techniques, des mouvements, des spécifications, des complications qui n'évoluent pas, en fait, à part augmenter le prix, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que là, il y a un vrai sujet qui doit se poser. Donc en fait, il y a des baisses des volumes, donc les grandes marques vendent moins, elles commandent moins, toute la chaîne de sous-traitance de l'industrie horlogère subit, et je voulais juste vous dire que l'explosion des volumes ces 10 dernières années ont fait que les capacités de production ont énormément augmenté sur toute la chaîne logistique de l'industrie, qu'elle soit suisse, allemande ou également asiatique, ce qui a permis en fait à plein de marques, de jeunes marques, de pouvoir dire moi je vous commande 200 boîtiers, 200 mouvements, 200 cadrans, etc. etc. Donc quand ces fournisseurs-là sont en difficulté, parce que les gros sont en difficulté, là où le marché était facilité, où une jeune marque pouvait quasiment se lancer facilement, quand je dis facilement, c'est extrêmement difficile, mais c'est beaucoup moins difficile qu'il y a 20 ans, et là tout le monde va souffrir. Et moi je pense que la suite de ça, c'est que forcément la nature a horreur du vide, et que un retour à plus de sincérité, plus de profondeur dans le produit que vous proposez, et une temporalité plus longue, donc moins de stratégies sneakers, c'est-à-dire des Nike en partenariat qui sont vendus 1000 balles et sur le marché gris elles sont à 10 000.
ça reste des pompes en plastoc. Dans l'horlogerie, c'est un peu le même phénomène, je pense, en partie qui explique tout ça. Donc ça va être dur, mais quand c'est dur, il y a des opportunités pour tous les acteurs de se réinventer. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on va s'éclater 2025. Il faut absolument que toutes les marques à Watches and Wonders, première semaine d'avril, proposent des choses nouvelles avec tous les anniversaires qu'il y a, les 50 ans, les 75 ans, les 200 ans, tout le monde a quelque chose à dire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ta collection, Eric. Bravo pour ces 7 belles montres et tout le chemin parcouru depuis tes débuts. Les amis, j'espère que la collection d'Eric vous a inspiré, en tout cas à titre personnel, comme à tous les participants à la chaîne, tu m'as permis de progresser et de regarder des modèles et des montres et la façon de constituer une collection qui est différente. Ce que l'on recherche sur la chaîne, c'est de partager la passion et de progresser collectivement pour essayer de devenir des collectionneurs encore plus épanouis. Les amis, si vous voulez participer, c'est très simple. Vous démarrez par partager au moins 4 avis sur les montres de votre collection et puis après, vous cliquez sur le lien en description pour remplir un formulaire. Vous vous laissez guider et puis après, on sélectionnera une collection à présenter pour simplement essayer de grandir, d'être plus épanoui, de trouver des belles montres. Je suis sûr que ça vous a donné des idées et je sens que les cartes bleues vont chauffer. Ce programme vous est présenté par Daily Shoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyShoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre.